Salut à tous, on est mardi, l'émission vélo de la First Team est de retour. Voilà le petit plateau roue libre avec mes deux acolytes. Polo, comment vas-tu ? Tu reviens du Tour de Provence là ? Ouais, j'ai pris un peu le soleil, en t-shirt toute la journée, c'était cool. Mais avant de commencer, Joseph, j'ai une question pour toi. Dis-moi, tu me fais Tu peur. préfères quel sport entre le rugby et le cyclisme? C'est pas possible. Si, de il faut choisir. répondre, il faut répondre ici. Il y a un sport plein de valeurs et un sport plein de courage. Je ne sais pas, je ne sais que choisir. On demande des comptes ici avec Non, Robin. c'est comme. C'est impossible. C'est impossible. C'est Désolé, comme Polo. Non, je vais m'avancer dans des métaphores qui pourraient me coûter très cher. Tu reviens du Tour de Provence, tu vas nous en parler tout à l'heure dans le focus, mais ce qui est cool, c'est que tu as bronzé. Voilà. Non, mais tu rigoles, mais j'ai pris Premier des couleurs. mensonge de l'émission. On a bronzé ici aussi, très franchement, il faisait beau. Oui, ces pareil qu'il derniers faisait jours. beau ici C'est aussi. vrai, ouais. il faisait beau aussi. Tu vas nous en parler du coup dans le focus tout à l'heure, mon cher Polo. Et donc à ma droite, comme d'habitude, le rédacteur en chef de Chronique du vélo, mon cher Robin. Comment vas-tu ? Très bien, Joseph, ravi d'être ici avec vous tous les deux. Tu vas nous parler tout à l'heure de Quintana. Ce sera l'objet de notre débat. Et je crois aussi C'est que ça. tu attends impatiemment le quiz. Ah, Je l'attends, j'ai une revanche à prendre. Mais J'ai une revanche qui à prendre. n'attend pas le quiz avec Mais impatience? il est un peu plus fourni cette semaine, donc je peux rattraper tout le retard des 2 semaines précédentes. Non, Oui, ça, il est un ça, peu ça, plus non, fourni. Non, ça ne s'accumule pas. Ça Tu as ne deux marche- ça défaites ne de marche pas retard. comme ça, c'est manche par manche, émission par émission, et je suis à J'ai 2-0 mon pour l'instant. propre classement dans ma tête. Bon voilà, l'attention est à son couple. Je crois qu'on peut commencer l'émission dans une bonne disposition, les amis. Les news tout de suite. On va commencer cette émission avec du coup l'actu. Et l'actu, elle se passait de l'actu la plus importante. Toujours pas de course World Tour, mais une course qui devrait le devenir dans les prochaines années. En tout cas, c'est mon avis. C'est le Tour de Colombie qui a donc eu lieu avec la victoire de Miguel Ángel López. Joseph, il décerne les insignes World Tour. Ah bah, si c'est moi franchement, quand tu vois qu'il y a le tour des Émirats qui va avoir lieu la semaine prochaine, qui va recommencer le calendrier World Tour qui est et pas ce tour-là, c'est quand même, Et on en parlait, c'est quand même étonnant. Voilà, je le dis. le Tour des Émirats, on en parlait un peu avant l'émission, ça va être sympa à suivre. Deux belles arrivées au Bah, tu nous le sommet, diras un tout à l'heure. énorme plateau. On a complètement coupé. Oui, voilà. Non, mais Tu nous le diras tout à l'heure. Restons en Colombie. mais, Excuse-moi. Parce que C'est pas tu vas très- devoir... c'est pas Non, mais tu vas devoir me convaincre, ça m'intéresse. Géographiquement, c'est pas très loin en plus. Donc Miguel Ángel López a gagné devant Ivan Sosa et Daniel Martinez. Il y a eu 6 vainqueurs d'étape, Uran 2 fois, Odeg, Jungels, Alaphilippe et du coup Lopez. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ce Tour de Colombie, Polo ? Moi j'allais voler à Robin, ce qui m'a le plus marqué. Non, moi ce qui m'a marqué le plus en vrai sportivement, c'est la stratégie de la Sky avec un Chris Froome au pâquerette, comme on a l'habitude de le voir à chaque début de saison. Au final, sur ses premières courses, il est quand même à chaque fois loin du compte. Un Bernal qu'on attendait en grand favori, il avait d'ailleurs le dossard, le premier dossard de son équipe. Finalement, le Colombien s'est mis à disposition d'Ivan Sosa. Notamment sur la dernière étape, l'étape Rennes, où il a énormément bossé pour son jeune coéquipier. Ils ont quasiment le même âge. Mais... Oui, c'est vrai, j'ai dit ça, j'étais là dans ma tête, je me dis merde, attends, mais ils ont le même âge ces C'est ça. mecs-là. Donc Bernal est rentré dans nos têtes. Surpris Ouais, de voir Bernal, alors que je pensais qu'il allait être le favori de cette épreuve, bosser autant pour Ivan Ramiro Sosa. Qui finit donc deuxième. Et Mais toi c'est de marrant ton parce côté ? qu'on en parlait la semaine, il y a quelques semaines des grands espoirs et on parlait à la fois de Bernal et de Sosa, de les voir travailler ensemble. On savait qu'ils étaient grands amis et ça se confirme sur la route. Voilà, il y a Bernal qui n'hésite pas. Alors, c'est pas le Tour de France encore, mais il n'hésite pas à sacrifier un peu ses chances à lui pour aider son pote. Donc, c'est sympa à voir. Et il y a d'autres éléments, toi, qui t'ont marqué. Il y a notamment cette ambiance, je voulais vous demander. C'est ça, très 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 gros sang. Et alors, juste le truc qui m'a marqué, j'en ai parlé à Paul en fait, c'est la petite stat avant l'émission, j'en parlais. C'est sur l'étape Rennes, 14 coureurs sur 15, sur le top 15 sont colombiens. J'ai trouvé ça incroyable. Et vraiment, ils ont. C'est des gros noms en plus, il n'y a pas Il y a, de. il y a pas quasiment d'usurpateur. C'est Et ça, il y a l'autre, c'est quasiment- Carapace, quoi. Donc, C'est faut ça, pas un dire mec qu'il y en a rien. Donc c'est comme tu dis, tous les gros noms, tous les gros grimpeurs colombiens étaient là, Duran, de Quintana, Lopez, les espoirs Bernal, Sosa. Il y avait vraiment tout le monde en effet. Il y a une image d'une arrivée, donc celle notamment d'Alaphilippe, où on voit des confettis de partout. Je sais que toi, ça t'a fait réagir, Polo, sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas forcément trouvé que c'était la meilleure idée qui soit. Alors. Ça s'inscrit un peu dans ce que j'ai vu sur les différentes étapes de ce Tour de Colombie. Il y a une ferveur vraiment à la sud-américaine, vraiment magnifique.
mais parfois ça va trop loin. Quand sur la dernière étape, là on voit l'image de Julien Alaphilippe. Il a pas l'air gêné. Non, il a pas l'air Ouais, gêné, mais là, mais bon, il est justement, quand c'est même au une sprint. photo. Et j'avoue, je défends un peu Paul Il est là-dessus. quand même au sprint. Derrière, t'as Photo Lopez, réflexe, tu t'as vois Quintana. qu'elle est parfaite. Bon, Hein, bien sûr qu'au sprint, c'est facile pour lui face à ces deux coureurs, mais je trouve, enfin, quand on voit les images, c'est quand même un peu dangereux. C'est comme s'il neigeait, en fait, tout bêtement. Et en termes de visibilité et de sensations, c'est des trucs qui n'ont pas l'habitude de voir. Et je pense que ça peut surprendre. C'est clair qu'ils ont dû être surpris, mais ça fait partie un peu du folklore colombien. Et on a eu une belle ambiance toute la semaine. Voilà. On voyait encore des images tout à l'heure, Paul, avec la montée finale, où on avait des supporters. Alors oui, ils font des écarts, ils courent à côté des coureurs. Ils et font normalement, tomber des faut pas. coureurs. Ils ont Tout fait à tomber, fait. ils ont fait tomber Quintana et Sosa. La posée pied à Mais terre, parce qu'il Ils faut. n'ont pas fait tomber, ils ont posé pied à terre. Alors, C'est toujours deux poids. C'est toujours vraiment trouver un équilibre. Je suis Et là, on d'accord n'est pas avec dans toi, l'équilibre. il faut faire en sorte que ces spectateurs se tiennent un peu plus correctement. Si les coureurs ont été gênés par ces confettis, je doute pas qu'ils sauront le faire savoir aux organisateurs, mais j'ai quand même beaucoup apprécié l'ambiance qu'on a eue sur cette semaine. Il leur Et quand- faut un Laurent Belay qui leur dit de pas courir. Ils l'ont Ça. pas Non, mais quand encore. on Après, compare avec l'ambiance qu'il peut y avoir à Oman à la même période, Mais même, ça a rien à même voir. autour de la Provence, hein, Voilà. j'en parlerai tout à l'heure. C'est assez incroyable. La Colombie, c'est un pays de vélo de plus en plus. On leur donne un tour qui est vraiment avec les plus grands coureurs qui viennent, même quelques coureurs internationaux. On parle de Froome, on parle d'Alaphilippe, qui viennent sur leur épreuve. Ils sont heureux, ils le montrent. Et franchement, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance incroyable et que c'est que positif. Après, c'est sûr qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des grandes courses chez eux. Il faut un peu les éduquer à ça. C'est ça. Mais ça va venir. Après, pour finir là-dessus, j'ai pas vu des gens se plaindre des confettis, ni à la Philippe, ni Lopez ou. Chez les d'autres. coureurs, non, Oui, j'ai voilà, pas vu, non. Donc Après, voilà, c'est- à voir, mais c'est C'était plus une inquiétude d'observateur. d'observateur, oui, pour l'intégrité. Oui, c'est physique moi des qui coureurs. rebondis sur ton tweet, mais tu Oui, m'en oui. as pas reparlé. Toi, tu voulais pas forcément en parler. C'est un peu moi, j'avoue, On qui se va. serait cru dans la qui va un bombonera, tu sais, en Argentine. Ouais, voilà. Si ça gêne pas les coureurs, après, disons-le clairement, nous, on se rétracte sur notre avis Voilà, et on tout à les, fait, on les tout à laisse fait. faire. Donc voilà pour le Tour de Colombie avec Miguel Ángel Lopez qui a gagné. On part sur un tour où il y a eu un peu moins de monde. C'est le tour de Mans qui a Sur le lieu, bord des qui est en routes, c'est cours pendant qu'on parle. Ce matin, au moment de l'émission, donc ce mardi, c'est Colbrelli qui a gagné la 4e étape. 2 étapes qui ont été gagnées par Lutsenko. Il est pas blindé le bord de route. Hein. Non, voilà. Par Lutsenko. Et voilà, il y a des chameaux qui peuvent lancer des confettis, mais pas grand-chose de plus. Et Christophe, du coup. Donc Christophe, Lutsenko 2 fois, Colbrelli. Voilà, est-ce que vous avez vu certaines arrivées Impressionnant Lutsenko sur l'étape d'hier. Qui d'avant-hier. démarre à 300 mètres. Alors j'ai pas vu son démarrage sur l'étape d'avant-hier. Pareil, Sur l'étape d'hier, j'étais vraiment impressionné de la façon. En fait, il sort tout le monde de la roue. Il y a un C'est groupe ça. de 20 et il y en a pas un qui arrive à prendre la roue. Je pense que sur ce plateau, enfin le plateau de coureurs, il n'y a pas un mec du niveau de Lutsenko en moyenne montagne, profil de puncher comme ça, et sur un parcours parfait. Le parcours de ce Tour de Mans est sympa parce que c'est vraiment hyper vallonné. Je trouve que c'est bien senti dans la construction des étapes. Il y a un peu de vent, il y a un peu de sable, ça rajoute. On a vu des bordures notamment il y a 2 jours. Il y a un côté assez sympa, mais pour le coup, dès que ça monte un peu, Lutsenko est largement au-dessus des autres, et notamment même d'un Jesus Serrada qu'on voit en second plan, ou d'un Greg Van Avermaet. Et du coup, ouais, impressionnant. Comme l'année dernière d'ailleurs, où Lutsenko avait gagné sur le Tour de Dubaï, un peu sur ces mêmes. Et à Oman déjà. Oman, oui, je confonds avec Colbrelli, autant pour moi. Lutsenko qui gagne au Tour d'Oman, c'est très fort pour l'instant pour Astana. On en Tu parlera plus parlais de tard. moyenne montagne et de plateaux qui étaient peu relevés par rapport à C'est pas Lutsenko. catastrophique non plus. Hein. On a Il y a- Nibali, on a Costa. Il y a une arrivée première catégorie. Voilà, à la fin de ce Tour de Mans. Est-ce que vous avez un petit prono? Voilà, il y a les noms que tu as cités, Van Avermaet, Pozzo, Herrada, Franck. Est-ce que vous Moi, avez je un petit dirais prono? Rui Costa. Mouillez-vous un peu? Moi, je dirais Rui Costa, qu'on a vu justement sur l'étape d'hier. Il fait 4, je crois. Ou 2 ou 4, je sais plus s'il est sur le Je regarde, je suis dessus. Et on sait qu'il aime ses courses de C'est début 4. de saison. 4, d'accord. Il a souvent été en forme sur ses tours d'Oman, sur des épreuves de début de saison un peu exotiques en Asie. Donc voilà, je pense que sur l'arrivée au sommet, il peut faire quelque chose. On a vu Nibali hier aussi qui était dans le coup, mais un peu plus en retrait. Je pense que ça risque de se jouer entre ces deux-là et je miserais sur Costa. Moi, je mets une pièce sur Jesus Serrada, qui était en forme à Majorque en début de saison, qui là encore est en forme, il est pas loin de la claquer. Voilà, il est plus grimpeur que Lutsenko, que Van Tout à Avermaet. fait, ouais.
peut-être plus en forme qu'un Nibali, notamment qu'un Rui Costa. Voilà. Moi, je mets une pièce sur Herrada. Et je crois que tu sais quel Nibali est sur le Tour de Mans? Ah, c'est Antonio? C'est Antonio. C'est vrai? Eh ben, il a Pour ça m'étonnait. Je l'ai vu. Je Moi, vérifiais pendant moi, que j'ai tu rien parlais. dit. J'étais pas sûr, mais je me suis dit, j'ai pas vu Nibali. Si, non mais, plus, donc je t'ai fait confiance. Eh ben, Oh, voilà. il a bien grimpé sur la dernière, sur la bosse. Écoute, parce qu'il il finit sur les, un tout petit peu derrière Costa, je crois. il finit assez loin quand même sur les premières étapes parce qu'il fait 106e, 55e, 103e et 41e. Ah, je me plante complètement alors. Donc non mais voilà, je suis complètement après, largué, alors. après voilà, avec le casque on va dire qu'il Voilà. ressemble beaucoup et Non. si on n'a pas les commentaires on peut Non mais alors on peut c'est se tromper, complètement ça pas arrive. lui que j'ai vu parce que j'ai vu un Bahreïn qui était dans les premières Votre positions donc Du coup tu t'avais dit qui comme prono? Rui Costa ça Rui marche. Costa. Voilà, c'est bon. C'est une belle cote aussi. Moi, Ça, je mets c'est le plus Herrada. important. Je mets Herrada aussi. Et tu mets Herrada, ok. Costa et Herrada, je le note. Voilà pour les courses qui ont eu lieu. Et on va, pour terminer les news, parler de cette information. Cette déclaration du patron de Pinarello qui nous a un peu étonné par rapport à Geraint Thomas et le Tour d'Italie. La semaine dernière, on avait fait un focus sur Geraint Thomas qui disait qu'il allait sur le Tour après son interview à la BBC. Fausto Pinarello qui dit Thomas courra le Giro. Oui, nous avons la liste et des athlètes et il est présent avec Bernal et Moscon. L'équipe est forte et veut gagner. La route décidera qui des trois aura le plus de chances. Improbable cette déclaration, Paul. Il y a rien qui va. Tout est bizarre dans cette déclaration. Déjà le fait que Thomas courait le Giro alors qu'il a répété qu'il ne le ferait pas. Et surtout, la route décidera lequel des trois aura le plus de chances. Comme si Moscon avait une chance face aux deux sur une course à étapes. Et comment tu l'interprètes, Romain, C'est cette incroyable. déclat Franchement, j'étais sidéré de voir ça. Alors, on sait que parfois les sponsors veulent avoir leur mot à dire dans le programme de certains coureurs, mais je crois vraiment que si Fausto Pinarello croit qu'il va forcer Geraint Thomas à courir le Giro, il se plante complètement. Forcément, pour lui, il aimerait avoir, en tant qu'Italien, il aimerait avoir le plus beau, le meilleur coureur de la Sky sur l'épreuve de son pays. Mais je crois que là, de toute façon, Geraint Thomas, on lui fait pas courir une course qu'il a pas envie de courir. Il l'a redit ce week-end. Il a dit non, je courrai pas le Giro. Je crois Mais vraiment. Après, c'est des supputations, mais moi, j'en fais une analyse Quand Thomas simple. C'est que Geraint Thomas a voulu savait que Pinarello voulait qu'il court le Giro. Il s'est dit, je vais prendre les devants et je vais aller voir la BBC et dire, moi, je ne cours pas le Giro. Et il s'est dit, la Sky ne va plus avoir le choix et me faire courir le Tour de France. Après, Thomas a beaucoup dit qu'il voulait courir le Tour de France, mais il a aussi dit qu'il n'en avait pas parlé avec Dave Bradford et la Sky. Donc, moi, quand j'avais entendu ça, je me suis dit, c'est... Attention quand même, connaissant les enjeux. Pour qu'il le précise, c'est qu'il savait sans doute que derrière, l'histoire, elle n'allait pas être terminée tout de suite. C'est ça, et il a mis la pression. Parce que moi, je pense qu'à la base, il n'était pas prévu sur le Tour de France. Il a mis la pression sur son équipe Ou en Sky tout cas, il était pour aller sûrement dessus. prévu sur le Tour d'Italie. Voilà. Donc ça va être à suivre, parce que Geraint Thomas ne semble pas du tout avoir envie d'aller sur le Tour Mais d'Italie. je pense qu'on n'a pas l'histoire, elle est loin d'être terminée. Mais je pense qu'il ira pas sur le Giro. On le forcera pas à aller sur le Giro parce qu'il est le vainqueur sortant du Tour de France. Parce que la Sky s'arrête à la fin de l'année et que finalement, froisser le sponsor, Thomas, il s'en moque un petit peu. Après, c'est pas le sponsor. C'est pas Sky, mais est-ce que. En plus, c'est pas la Sky. Est-ce que Pinarello restera Je veux dire, la fin de Sky remettra en cause tout ça aussi. Mais c'est la première fois qu'on voit une marque de vélo réellement faire pression, qu'on se rend compte qu'elle peut faire pression pour les participations des uns ou des autres. Elle peut, je sais pas. En tout cas, elle tente. Elle tente de le faire. On verra si ça marche. Le fait est que tu disais qu'on ne peut pas forcer Thomas à faire le Giro, mais on peut le forcer à ne pas faire le Tour de France. Tout à fait. Ouais, il peut y avoir des leviers de pression, etc., des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, je ne suis pas... Ça va être intéressant. Non, mais ça va être intéressant. Sur le Giro, ce sera très intéressant. Mais attention, moi, j'attends de voir quand même sur cette histoire. Voilà pour les news. Les amis, on va passer au focus. Et c'est un focus Tour de Provence. On va dans le sud. Voilà, alors mon Polo, c'est toi qui est allé sur le Tour de Provence. On va regarder, juste avant que je te donne la parole, qui a gagné, pour le rappeler. C'est Gorka Izagirre qui a gagné devant Simon Clark et Tony Galopin. Thibaut Pinot, Rudy Mollard et Gaudu, voilà, tir groupé de la Groupama FDJ. Pas dans le bon sens. Hein. Ouais, on en parlera. Il y a eu plusieurs vainqueurs d'étapes. Donc il y en a eu 4. Philippe Ogana sur le contre-la-montre, Edouard Prades, Philippe Gilbert, John de Genkolb. On va revenir un peu après sur les résultats, mais d'abord, mon Polo, on va expliquer pourquoi on est allé sur le Tour de Provence. Pourquoi dans ce Non, pourquoi on est allé, pourquoi on va sur cette information dans l'émission. Il y en a qu'un qui a le droit au soleil. Voilà, raconte-nous, mon Polo, pourquoi tu as choisi de faire ce focus. Du coup, j'ai été gentiment invité par la chaîne d'équipe et l'attaché de presse, la chaîne L'équipe et l'attaché de presse Emmanuel Faure à participer à une espèce de sorte de voyage de presse sur le Tour de la Provence. C'était la première fois que
que la chaîne L'équipe diffusait et produisait cette épreuve. Première fois? Ouais, du coup c'était top parce que j'ai pu voir l'aspect sportif qu'on connaît, qu'on peut voir à la télé, mais j'ai pu aussi voir les coulisses, que ce soit les zones mixtes, que ce soit la régie, que ce soit les préparations d'émissions, discuter avec les chefs d'édition, avec les réalisateurs. J'ai pu discuter avec les consultants, j'ai beaucoup échangé avec Cyril Guimard, avec Patrick Chassé, Nicolas Pertuis. C'était une vraie super expérience, même avec Claire Bricon, qui est une fille vraiment gentille. C'était une vraie belle expérience, très sympa. Pour moi, c'était ma première expérience sur place sur une course de vélo, et c'était vraiment appréciable. Et je remercie beaucoup la chaîne Équipe de m'avoir permis de faire ça. 2 jours dans le sud, il faisait un temps magnifique. Il paraît qu'à Paris, il faisait le même temps. Ouais. Mais en tout cas, dans le sud, il faisait vraiment très beau, notamment sur le circuit Paul Ricard. Le deuxième jour, moi, j'étais en t-shirt. C'était vraiment un super souvenir. Ouais. Oui, il y a eu Vraiment ce top. moment sur le circuit Paul Ricard qui est quand même assez sympa. On part sur les résultats. Voilà. Parlons du sportif. Disons-le, hein, Gorka Izagirre, vainqueur plutôt Avec un beau inattendu. maillot. Avec un beau maillot. Oui. Avec un beau maillot. Non, rappelons-le quand même que tu n'y croyais pas trop en Non, Gorka, ni en Yon. à Yon ni à Gorka, ils ont tous les deux gagné. Mais je crois qu'il y a une malédiction de toute façon. Là, il y a une semaine ou deux, je me rappelle plus, Paul me chambrait déjà sur la victoire de Yon. Oui. Maintenant, c'est Gorka. En plus, c'est le moins attendu parce qu'à la limite que Yon gagne de temps en temps. Ouais, parce que d'accord. encore, j'étais Mais pas là, d'accord avec toi sur Yon, j'étais totalement d'accord avec toi sur Gorka, que je ne voyais pas faire grand-chose cette année. Et bon, bah, tant mieux pour lui. Hein. Qu'est-ce que je peux que m'incliner? Mais après pour aller. Je pour serai essayer plus de prudent dé- l'année Pour prochaine. essayer de te défendre un peu, Gorka Izagirre n'a pas gagné une course. Enfin, si, c'est une course de très haut niveau. Ne serait-ce de voir les Les coureurs qui sont les derrière. coureurs qu'il y avait derrière. Mais c'était une course qui manquait pour moi terriblement de dénivelé et d'étapes difficiles. Thibaut Pinot l'a dit à la fin, il s'est dit très déçu. C'était intéressant de voir que Thibaut Pinot était très déçu parce qu'il est arrivé en disant « Oh, je sors de stage, je ne suis pas très en forme, il faudra peut-être attendre pour me voir à mon meilleur niveau ». Il est arrivé, il a été plutôt bon. Moi, j'ai trouvé. Il avait même dit il faudra s'attendre à ce que je prenne une claque. Voilà, s'attendre à ce que je c'était prenne une claque. c'était exactement ce qu'il avait dit. Et finalement, il a été plutôt bon, à l'image de son équipe Groupama FDJ, au moins en termes physiquement. Mais voilà, ça manquait, c'était pas assez dur, ni pour lui, ni pour les autres grimpeurs, même comme Godu, parce qu'il n'y en avait pas non plus beaucoup. C'était pas assez dur. Ce Tour de Bah, la la France FDJ avait envoyé une manquait de équipe relief, de en fait. grimpeurs, hein, donc c'est un peu surprenant. La FDJ avait envoyé une équipe de grimpeurs avec Mollard, Godu et Mmh. Pinot. Avec une telle équipe, franchement, c'est décevant de les voir à ces places-là, 4e, 5e, 6e. Je vais te dire, quand tu Ça se vois joue à 2 secondes. Hein. quand tu vois déjà, et en plus quand tu vois le profil de ce Tour de Provence, tu te dis ouais mais on va avoir du mal à se mettre en évidence. C'est pas un profil pour eux. Mais au niveau des étapes, ils ont su faire la course, ils ont su donner un peu d'entrain et d'allant à la course. Notamment l'étape de la Ciotat où les trois se retrouvent dans un groupe de 8. Beau sprint, hein. Belle arrivée avec le Dodan et. Ouais, mais moi, les photographes. j'étais juste devant, t'avais le Dodan, t'avais les photographes qui étaient juste derrière, c'était hyper dangereux. Mais voilà, ils s'échappent, je crois, le groupe de 8 s'échappe à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Là, faut que la Groupama FDJ tente des coups, qu'ils assaillent leurs adversaires, qu'ils attaquent. Et au bout d'un moment, Gorka Izagirre ne pourra pas suivre toutes les attaques. Edouard Prades, qui est pour le coup un mec très rapide, mais qui manque un peu de coffre, n'aurait pas pu non plus suivre toutes les attaques et sprinter à la fin. Et au bout d'un moment, ils ont attaqué mollement, Mollard a tenté, et puis ils se sont arrêtés et ils ont tenté de jouer le sprint pour Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui rate son sprint, à l'image un peu de Tony Galopin aussi. Ils sont peut-être cru un peu trop puis fort ça a les été deux, un et peu Prades les bat. Un peu la même chose le lendemain Pareil. au Castellet où Mollard tente un coup et finalement il y a un peu que lui qui tente. Et du coup, on va chercher les places d'honneur parce que Gilbert, parce que Galopin. C'est ça. Et pareil, l'étape sur l'étape d'hier avec comment ça s'appelle, David Godu et Eddie Dunbar de la Sky, où Godu décide de ne pas rouler avec Dunbar alors qu'il y avait un bon coup qui semblait se profiler, que derrière tu avais quand même du Degenkolb au sprint qui serait forcément difficilement battable, même un Gilbert. Voilà, il s'est un peu tiré une balle dans le pied. Stratégie un peu dommage de la Groupama FDJ sur ce Tour de la Provence. On retrouvera Thibaut Pinot sur le Tour du Haut-Var, dont tu nous parleras juste avant le quiz que tu veux gagner, parce que tu l'as perdu 2 fois. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter un truc en plus sur ce Tour de Provence ? T'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas eu de victoire française sur ces 4 jours. C'est la petite déception. Et Tony Galopin était quasiment pas loin chaque jour.
Il fait 2, il fait 3, il fait 4. J'ai cru qu'il allait en claquer une finalement. Non, bon, c'est pas, il passe pas loin. Ça veut pas dire grand chose. Ça veut pas dire qu'il est pas en forme ou qu'il est en retard. Mais c'est juste un petit peu dommage de pas avoir eu de victoire française. C'est marrant, c'est Marion Rousse qui est du coup dans le comité d'organisation de Tour de la Provence a remis les prix à Edouard Prades, notamment quand il a gagné son étape, alors qu'il venait de battre Tony Galopin au sprint qui finit deuxième. C'était un moment assez marrant. Pour te dire, moi, pour finir là-dessus, ce Tour de Provence, on sait qu'il y a beaucoup d'arrivées possible en altitude dans la région. Il y a des choses à faire, je pense, avec des cols, avec des monts. Mettez plus de dénivelé pour l'année prochaine. Rendez cette course intéressante. Tu parleras du Tour de Haut-Var tout à l'heure. J'ai beaucoup plus envie de regarder notamment le Tour du Haut-Var, par exemple. Après, c'est une épreuve assez jeune, le Tour de Provence. C'était le Tour de Méditerranée, peut-être le Tour de Méditerranée avant. Et qui s'est arrêté. Le Tour de Provence a commencé depuis 5-6 années. Peut-être qu'ils doivent trouver leur marque, comment se trouver. Enfin, puis c'est dirigé. Il y a une mainmise de Bernard Tapie, directeur du Journal de la Provence, dessus, qui veut vraiment faire de cette course une grande course. Il a dit qu'il aimerait que ça saute, entre guillemets, Paris-Nice. Voilà, à eux ils ont en tout cas le parcours, la géographie en termes d'expression pour peut-être pas le bon moment du calendrier, mais pour sauter Paris-Nice, j'entends. Ça peut évoluer aussi. On a tellement de courses qui changent de date. C'est vrai. Voilà pour le Tour de Provence et on va passer maintenant à un petit débat sur Nairo Quintana notamment. Alors on va parler de Nairo Quintana parce que cette semaine, on fait différemment. On va faire différemment parce que ce débat, c'est l'article de Chronique du Vélo. D'habitude, on le fait sur le Focus. Cette semaine, on le fait sur le débat. Tu voulais nous parler de Nairo Quintana, Robin. C'est ça, tout à fait. On se rappelle de Nairo Quintana sur le Tour de France 2013. En fait, c'est comme ça qu'on a démarré l'article. L'ascension du Semnoz pour le premier Tour de France de Nairo Quintana, maillot blanc sur le dos, qui lâche Christopher Froome, qui lâche Joaquim Rodriguez, qui va décrocher sa première victoire d'étape, qui termine deuxième du Tour à Paris. Et où on se dit, ce gars-là sera le premier Colombien à gagner le Tour de France un jour. Il fera mieux que Luis Herrera, son illustre aîné colombien, et il ira plus haut. Alors, quelques années plus tard, quand on fait le bilan, il a fait mieux qu'Herrera. Il a gagné 2 grands tours. Herrera n'en avait gagné qu'un seul. Il a terminé plusieurs fois sur le podium du Tour, ce qu'Herrera n'avait pas fait, ou une seule fois. Il a un palmarès plus étoffé, mais il n'est pas allé là où on l'attendait. Il n'est pas allé si haut. Et on le voit donc le palmarès là à l'écran de Quintana, c'est incroyable. Pour beaucoup de coureurs rêveraient d'avoir ce palmarès. Mais par rapport aux attentes qu'on en avait au début de sa carrière et au moment de son éclosion, c'est forcément en dessous. Et le Tour de France, il n'a jamais porté le maillot jaune sur le Tour de France, qui est une obsession pour lui depuis des années. L'année dernière encore, en début de saison, il nous disait que c'était l'année où l'échec n'était pas permis sur le Tour de France. Finalement, au mois de juillet, il s'est planté dans les grandes largeurs. 10e, une victoire d'étape qui le console un petit peu, mais c'est pas ça qu'il était venu chercher. Donc on l'attendait comme le bourreau de la Sky parce qu'il s'est révélé sur le Tour que remporte Chris Froome en 2013 et on attendait que ce soit lui qui vienne faire vaciller la machine Sky. Finalement, ça fait 7 ans que Sky roule sur le Tour de France. Quintana n'a rien changé, c'est même allé en s'empirant. Et on se dit quoi ? On se dit qu'on s'est emballé parce que c'est tout ce qu'on peut se dire, à défaut de comprendre pourquoi Quintana était meilleur à 24 ans qu'à 29. Je lis quand même le chapeau de cet article que vous pouvez retrouver sur Chronique du Vélo pour faire admirer la prose quand même qui n'est pas que le consultant de roue libre sur ce site-là. Le chapeau attendu comme le Messie par tout un peuple, vénéré depuis son arrivée au plus haut niveau. Nairo Quintana, sorte de dieu vivant en Colombie, n'ira sans doute jamais toucher les sommets qu'on lui prédisait il y a quelques années. Le garçon vient de fêter ses 29 ans et parmi les coureurs qui n'ont jamais remporté le Tour de France, on a rarement vu pareil phénomène. T'es d'accord avec ça, mon Polo ? Je suis d'accord avec ça et je le voyais là sur le Tour de Colombie. À l'image de la fin de carrière entre guillemets d'un Virenque ou d'un Jalabert, la Colombie roule avec Quintana et veut voir gagner Quintana. C'est assez marrant parce qu'ils ont quand même de bons espoirs, ils ont quand même de grands coureurs, que ce soit des plus vieux comme Uran, ensuite t'as Lopez et puis ensuite t'arrives avec Bernal, avec Sosa. La Colombie s'est pris vraiment d'amour pour Quintana, peut-être parce que justement il n'est plus à ce niveau qu'il avait été au début de sa carrière et que il y a un espèce de romantisme qui s'est installé, mais du coup, nous, ça nous plonge directement dans notre débat du jour, qui est est-ce que des purs grimpeurs comme il l'est peuvent encore gagner le Tour de France ? Et ça va être la question qui va nous intéresser aujourd'hui. Un pur grimpeur peut-il encore gagner le Tour de France ? Robin, et sur Nairo Quintana, notamment, on se rend compte qu'il
il le gagnera peut-être jamais parce que en contre-la-montre, il n'est peut-être plus à son niveau qu'il a C'est ça. été. Et encore, il n'a jamais été un rouleur exceptionnel. Alors, sur Quintana, il y a aussi que même en montagne, il est plus le coureur dominant qu'il a pu être et qu'on attendait. Alors en plus de ça, si sur le chrono, il a les difficultés qu'il a toujours eues, sans être le plus catastrophique des grimpeurs, sans être un gros rouleur, ça va pas l'aider. Et on en avait parlé sur le dernier Tour de France. Voilà, on voit ces références sur les chronos des grands tours. Alors, je ne sais pas si Paul est complètement d'accord avec ça. Pour moi, quand on parle d'un bon rouleur, c'est quelqu'un qui joue la gagne sur des contre-la-montre de grand tour. Donc là, on voit qu'il y a l'étape du Giro 2014 remportée par Quintana, mais c'était un chrono, j'imagine, particulier. Je ne me rappelle pas précisément, mais ça devait être un chrono en côte pour qu'il termine premier. Le reste du temps, alors sur le Giro, on a régulièrement des chronos de ce genre-là. Sur la Vuelta, ça arrive aussi. Sur le Tour de France, il s'est régulièrement défendu correctement. Mais il n'a jamais été, quand on le compare à des coureurs, ceux de la Sky, Froome, Thomas, ou les vainqueurs précédents, comme Cadel Evans, comme Alberto Contador, il n'a jamais été de cette caste-là. Et aujourd'hui, sur la plupart des grimpeurs dont on parle, quand on parle de Thibaut Pinot, quand on parle de Romain Bardet, quand on parle même de grimpeurs espagnols comme Valverde, comme Rodriguez, qui a longtemps tourné autour, c'est ce qui leur manque, c'est ce qui fait que finalement, pour gagner le Tour sans être un rouleur, il faut être une exception. Et ça arrive quelquefois, une fois tous les 10 ans en moyenne, mais pas plus. Je pense que de toute façon, depuis les victoires de Greg LeMond, de Miguel Indurain, tu peux plus, alors qu'on voit les 10 derniers vainqueurs du Tour, qui va parfaitement illustrer ce que je vais dire. 2009, Alberto Contador, attention avec le piège d'Alberto Contador, c'est un super grimpeur, mais qui était un rouleur excellent, qui gagnait des contre-la-montre. En 2009, à Annecy, il bat Cancellara. Andy Schleck, pour moi, voilà, c'est très bien d'avoir mis Andy Schleck seul en pur grimpeur parce que c'est lui le seul pur grimpeur à avoir gagné le Tour de France sur ces 10 dernières années. Cadel Evans, on connaît. Bradley Wiggins, on connaît. Christopher Froome, on connaît. Vincenzo Nibali, peut-être moins rouleur que les autres, mais qui se défend aussi. Et Christopher Froome, Geraint Thomas, là, voilà. Je pense que avec ce tableau, on voit très bien que les profils ont changé. Et moi, c'est là-dessus que je voulais aller. Il suffit ne serait-ce que de regarder le poids de ces coureurs. Je les ai notés là. Un Quintana fait 58 kg. Un Bardet en fait 62. Un Pantani, qui a gagné en 99, en faisait 57. Yates en fait 58. Alberto Contador en faisait 62. Tu regardes après, tu remontes. T'as Roglic. Roglic en faisait 65. Andy Schleck en faisait 68, Froome en fait 68, Thomas et Dumoulin en font 71. En termes de puissance développée, notamment sur l'école du Tour de France, où on sait que rares sont les cols avec des 10% de moyenne, on est plus sur du 8, sur tous les longs cols. Cette puissance développée, ce changement de poids, c'est 7-8 kilos, fait une différence folle. Et il y avait un très bon article d'Eurosport là-dessus, je ne sais plus par qui il a été écrit, qui l'expliquait parfaitement. C'est que là, en termes de puissance, notamment sur des cols plus roulants que ceux qu'on peut trouver notamment sur la Vuelta, la différence est trop grande pour les purs grimpeurs que sont notamment des Bardet ou des Quintana. C'est ça. Et finalement, c'est pas propre à aujourd'hui parce qu'on en parle souvent comme d'un phénomène nouveau, que les grimpeurs ne pourraient plus gagner le Tour. Mais si on regarde dans l'après-guerre, c'est une exception. Donc j'en ai noté 6 des purs grimpeurs qui gagnent le Tour. On a Schleck en 2010, Paul en parlait tout à l'heure. Quelques années plus tôt, on a Sastre en 2008. On a Pantani en 98. On a Delgado en 88. Van Impe en 76. Et le dernier que j'ai noté, c'est Bahamontes en 59. On en parlait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, au moment de parler des équipes nationales. Et à part ça, tous les autres sont des mecs qui roulent. Même un Charlie Gaulle, qu'on présente souvent comme un des meilleurs grimpeurs de l'histoire, il a battu Jacques Anquetil sur un contre-la-montre en 58. Et des coureurs comme tu parlais tout à l'heure d'Indurain, Paul, mais Hinault, Merckx, Anquetil, c'est pareil, c'est des rouleurs incroyables. Et finalement, depuis que le contre-la-montre a été instauré dans le Tour de France, il faut rouler pour gagner le Tour. Ou alors on est une exception. Et même en 47, on se rappelle, et c'est juste après-guerre, c'est la première édition après-guerre, on pense que René Vietto, excellent grimpeur, va gagner le Tour, et il le perd sur le contre-la-montre, où il perd quasiment 10 minutes sur Jean Robic, qui gagnera finalement. Il passe de premier à quatrième en un chrono. Alors à l'époque, les chronos étaient bien plus longs, les écarts étaient bien plus énormes quand ils se faisaient, mais déjà à l'époque, il fallait être un rouleur pour gagner le Tour. Et du coup, est-ce que, on sent que c'est dans l'ADN du Tour, justement, est-ce que vous aimeriez un Tour de France sans contre-la-montre, par exemple ? Pour voir, mais ce serait un Tour de France qui serait considéré comme, je veux dire, le coureur qui gagnerait ce Tour-là serait sûrement un pur grimpeur, peut-être un pur grimpeur, mais on lui reprocherait toujours d'avoir gagné un Tour de France sans chrono. Non, mais c'est clair. Donc il n'aurait pas vraiment en fait gagné le Tour de France. Le Tour de France a son ADN avec le chrono. Oui, même si on les raccourcit de plus en plus. L'année dernière, ça a commencé. Cette année, c'est limite presque une parodie de Tour de France pour avantager notamment les coureurs français qui sont des pipes en chrono. Il y a aussi quelque chose, c'est qu'avec l'arrivée des capteurs de puissance et tous ces aspects techniques,
on fait plus confiance au train, à des montées au train, notamment Dumoulin, Geraint Thomas, même un Froome qui lui peut-être un peu moins au train, mais qui se réfère toujours à ses watts et à ses capteurs de puissance. Du coup, les coureurs à giclette, notamment un Contador, un Pantani, un Schleck ou même un Armstrong à l'époque, eh ben, ça fait moins peur aux adversaires. Parce Ça, que ils les perdent de leurs adversaires armes. restent dans leur clou et restent à leur, et restent dans ce qu'ils savent faire et dans ce qu'ils peuvent produire comme effort. Du coup, les giclettes sont moins efficaces. Et moi, combien de fois j'ai cette image de Thibaut Pinot qui tente d'attaquer, qui manque un peu de giclettes, et du coup, au train, ils se font récupérer. C'est ça. On n'a plus de coureurs capables de mettre des immenses Et giclettes sans que les finalement- mecs derrière paniquent et veulent réattaquer. C'est ça. Du coup, se mettre dans le rouge. Et la deuxième giclette, les coureurs sautent. Et là, du coup, on n'a plus cet aspect un peu aléatoire et un peu coup de poker qu'on pouvait avoir avant à cause de cette. Les de cette grimpeurs dimension technique. perdent leur meilleure arme finalement, qui est cette montée avec des à-coups que Quintana sait très bien faire, que même Pinot et Bardet savent très bien faire, et que finalement si on n'avait pas les capteurs de puissance, ça changerait peut-être beaucoup de choses, parce que Dumoulin est le professionnel et le meilleur coureur pour moi pour faire ça. Il sait à quelle puissance il peut faire sa montée, et en fait il transforme chaque col en un contre-la-montre. Et on en parlait l'année dernière au moment du Zone Collan sur le Giro. Et finalement, il a géré qui était avec des pourcentages extrêmes, où il avait face à lui des grimpeurs comme Pinot et Quintana, qui étaient non pas Quintana, mais comme Pinot, qui étaient de purs grimpeurs et qui devaient pouvoir le mettre en difficulté. Finalement, au sommet du Zone Collan, Dumoulin termine devant Pinot, parce qu'il a géré sa montée. Il savait qu'à aucun moment, il allait se mettre en danseuse, qu'à aucun moment, il allait changer de rythme, mais qu'il allait gérer le Zone Collan comme un chrono. C'est ce qu'il a fait, et au final, c'est ce qui marche le mieux. C'est comme les championnats du monde au final. Pareil pour Tom Dumoulin, on l'a vu Tout à lâcher fait. dès le début. On a vu les Français s'exciter. D'ailleurs, j'ai une anecdote de Cyril Guimard à ce propos, où il disait nous, on avait l'impression, vu de l'extérieur, que la stratégie de course était parfaite pour les Français. Sans en dire trop, Cyril Guimard m'a dit que plus ou moins tout le monde avait fait n'importe quoi et que s'ils m'avaient écouté, ils auraient gagné ce championnat du monde. Et pour le coup, Tom Dumoulin, qu'on a vu complètement largué au début de la dernière bosse, a monté au train et a repris tous les corps au train pour faire un beau. Je crois qu'il finit 5e ou quatrième d'une course sur laquelle il ne devait même pas faire top 10, voire top 15, en fonction de ses capacités. Donc voilà, pour finir sur ces capteurs de puissance sur les watts, ça a vraiment tout bouleversé et ça a enlevé cet aspect coup de poker vraiment qu'avaient les. Ça permet en fait qu'avaient les grimpeurs Moi, de ça l'antan, m'intéresse. quoi. Tu dis, Paul, ce côté coup de poker, ce côté charismatique on fait quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et en fait, cette question-là, on se la pose parce que on se dit inconsciemment qu'un pur grimpeur, ça a peut-être plus de charisme qu'un rouleur. Et on a peut-être envie que des purs grimpeurs gagnent à nouveau. Mais Oui. est-ce que obligatoirement un pur grimpeur a plus de charisme qu'un rouleur ? Non, mais il va procurer un peu plus de sensations, parce que justement, Dumoulin, même si on aime Dumoulin, on sait exactement comment il va gérer sa montée. Il va se mettre au train, il va monter vite, mais toujours au même rythme, et il va arriver en haut de la façon la plus efficace possible. Ça fait pas forcément rêver. Alors que si on parle d'un Quintana, d'un Bardet, d'un Pinot, qui sont capables de se regarder avec les autres, de jouer avec les autres, puisque en fait c'est ça aussi qui se perd sur un Tom Dumoulin, qui en fait va se mettre à sa puissance maximale sur la montée de 10 ou de 15 km, et qui va même pas s'intéresser à ce que font les autres. Parce qu'il sait de toute façon que lui, la manière de monter le plus vite possible, c'est comme ça. Alors mais que il y a eu des Surtout il y a eu maintenant. il y a eu des très bons rouleurs comme Contador qui ont énormément de charisme. Alors moi je pense qu'en Mais parce fait que ce côté Eh oui, mais rouleur, qu'est-ce qu'on retient de Contador Et en On retient pas ses victoires en contre-la-montre. On retient ses victoires sur le Voilà, Tour de France donc pour moi, et le on fait retient de dire son style, un pur son style grimpeur, aérien en c'est ça. montagne. Mais c'était pas un- regretter c'était qu'un un- pur grimpeur ne puisse plus gagner un Tour de France, en fait, c'est uniquement tourné vers être anti-sky, en fait, parce que Non, il y a pas du plein de tout. rouleurs, mais il y a plein On de parle de rouleurs. Tom Non mais, Dumoulin non mais tout à l'heure. Contador était un rouleur, mais il gérait pas ses ascensions comme un contre-la-montre, comme le fait Dumoulin. Les duels qu'il a eu avec Andy Schleck, c'était des duels de grimpeurs dans la montagne, où les deux se regardaient, les deux Pour moi, s'attaquaient. c'est ça, le 2009-2010, c'est les derniers très beaux Tours de France avec des très bons grimpeurs qui se livraient C'est ça. vraiment les yeux fermés, yeux fermés en montagne. Contador La était photo derrière, c'était. Voilà, c'est Pour le le Tourmalet en 2010. Ouais. Et Contador, c'était un grimpeur d'exception, même si le lendemain, dans le chrono, il allait aligner Schleck. C'est ça. Il Et comme était bon Cadel rouleur. Evans, comme Cadel Evans en 2011. Voilà. Schleck est vraiment pour le coup le dernier pur grimpeur à avoir gagné ça. le Tour. Après, cette question, Mais, on se la posera peut-être même plus, Paul, parce que dans les prochaines années, il y a les Colombiens, notamment, dont on parlait tout à l'heure, Attention, qui ont les deux, en fait. Ou alors, c'est que justement, on transforme tous les grimpeurs en rouleurs. Et Ouais. on avait fait un article sur cette question des rouleurs et des grimpeurs sur Chronique du vélo.
au Tour l'année dernière. Et Vincent Lavenu nous avait dit c'est plus facile de transformer un rouleur en grimpeur que l'inverse. Un Tom Dumoulin qui a quelques kilos en trop au début de sa carrière, mais qui a une puissance incroyable, on peut le transformer en un coureur qui va passer l'école. C'est ce que la Sky a fait avec Thomas aussi. Exactement. Ce que Sky a fait avec beaucoup de monde même. Ouais, beaucoup. Et alors que l'inverse, c'est quasiment impossible. On transformera jamais Pinot et Bardet en d'incroyables rouleurs. Et ce qui fait peur aussi, c'est qu'ils arrivent à faire de coureurs avec des profils grimpeurs, comme Bernal. On a vu aussi Filippo Ganna cette semaine qui gagne un contre-la-montre, alors que c'est un mec qui s'est déjà montré sur des courses de haute montagne. Des profils vraiment grimpeurs, en faire des rouleurs acceptables. Et ça fait flipper. Je voulais revenir sur les Colombiens. Attention aux Colombiens. L'exemple de Quintana et de Lucho Herrera sont les meilleurs exemples possibles. Ils arrivent à leur prime très tôt. Et ils ont du mal à continuer de progresser avec le temps. Le fait qu'ils s'entraînent et qu'ils vivent en altitude depuis qu'ils sont nés, j'ai l'impression que ça leur met un plafond de verre. Ça leur met un immense plafond de verre qu'ils ont encore du mal à casser. Donc ça, pour les Colombiens, j'attendrai. Moi, je voulais rajouter un truc aussi sur l'importance des points UCI et de la prédominance des sponsors sur le Tour de France. Je trouve que ça oblige et ça force, entre guillemets, les grimpeurs à prendre moins de risques et à sauver des places, que ce soit d'une 15e, une 12e, même une 8e place au classement général. Ça, j'ai l'impression que ça inhibe aussi les bons grimpeurs. Je pense là rapidement à un Zacharine ou à des choses comme ça. Des gens qu'on a vu un peu ratonner sur les derniers Tours de France. Mais est-ce que ça serait vraiment ce genre de coureur qui mettrait le feu aux poudres? Est-ce que vraiment ça peut faire partie d'un engrenage pour mettre le feu aux poudres? Regarde, est-ce qu'on a Parce qu'on peut recenser les derniers gros coups tentés sur le Tour de France. Et des Landa, les Quintana, les Bardet l'année dernière n'ont pas hésité. Quintana n'était pas dans la course. Landa et Bardet sont allés sur l'étape de la Reims. Là, ils ont tenté. On a vu une très belle photo du Tour de la Vuelta 2015 d'Arou avec Tom Dumoulin tout à l'heure. Arou avait vraiment tout tenté cette année-là, la veille de l'arrivée. Quand on joue la victoire, les mecs ne se posent plus la question des points UCI. Je suis d'accord avec toi, quand on arrive vers la 8-10e place, là, les mecs se disent j'ai un top 10 à sauver. Mais quand on est 3-4e, ou 4e ou 5e, on se dit pas je vais sauver ma 5e place, on veut aller chercher le podium. Et quand on est 2e, on se dit pas je vais sauver mon podium, on veut aller chercher les victoires. J'ai l'impression, notamment en 2017, que Bardet ou Uran ont tout tenté pour aller chercher un Chris Froome qui était Uran, pour le coup. Pas Bardet, j'ai l'impression qu'il a tout tenté, oui. Je sais pas, moi j'ai trouvé que ça se découvrait quand même tard, tu vois, par rapport à Fabio Aru qui part à 50 km avec, les conditions étaient différentes. Avec Landa. Aru fait ça parce qu'il sait que Dumoulin est isolé et qu'en partant de loin, il va le mettre en difficulté. Ouais, mais c'est un risque. Froome n'était jamais isolé. Notamment quand on connaît un Dumoulin qui sait gérer ses étapes. Et à l'époque, il le gérait moins bien aussi. À l'époque, il le gérait moins bien. Et c'est ça aussi qui fait flipper. C'est que maintenant, ce qui est arrivé à Dumoulin en 2015, j'ai peur que ça ne lui arrive plus parce que c'est des mecs qui ont progressé. Ça, je suis d'accord avec toi. Et voilà, j'en reviens notamment à un problème de profil. Et ça monte pas assez et pas assez dur et pas assez longtemps. On peut toujours dessiner un grand tour pour quelqu'un. Le Tour d'Italie dans le début des années 2000 était friand de ça. Il dessinait des Giro pour les grimpeurs italiens. En 2000, l'année où Garzelli gagne, donc Garzelli, un des plus piètres rouleurs dans les 20 dernières années du Tour d'Italie, il y a 8 km de contre-la-montre plat. Et après, c'est un chrono en côte. Donc forcément que les grimpeurs cette année-là n'étaient pas défavorisés. Petite conclusion, les gars, justement, sur ce débat. Un pur grimpeur peut-il encore gagner le Tour de France dans les prochaines années? Non, parce que même... Robin, toi aussi, non. Même si j'y crois pas, mais j'ai envie d'espérer quand même. Et je pense, un coureur... On parle de Quintana. Vous avez un coureur comme ça, un pur grimpeur? Moi, je pense que Bardet peut gagner le Tour. Alors, il lui faut des circonstances favorables. Et évidemment que s'il y a et Roglic, et Dumoulin, et Thomas, et Froome au top, ça va être compliqué. Mais sur une édition... C'est le seul aujourd'hui, Bardet peut-être en pur grimpeur. En fait, Pinot et Bardet. Landa aussi peut-être avec une stratégie de course un peu plus claire que ce qui a été fait ces dernières années. Ouais. Je pense que ces trois-là sont aujourd'hui les trois grimpeurs qui peuvent espérer renverser la hiérarchie. Ouais, Landa, moi j'y crois un peu aussi, mais la Movistar va encore envoyer Quintana et Valverde sur le Tour, donc ça risque d'être compliqué. Bardet, j'ai envie d'y croire. Bardet et Pinot, j'ai envie d'y croire. Mais ils ont des lacunes terribles en contre-la-montre face à des coureurs qui montent Bardet, comme eux, face à des coureurs qui grimpent aussi bien qu'eux, voire mieux pour certains. Donc comment faire? Circonstances de course, et dans ce cas-là, on pourra espérer en juillet. Donc on peut y croire. Je pense qu'il y a un point là-dessus, et c'est bien que ce soit le cas cette année, que le contre-la-montre ne soit pas, le contre-la-montre décisif, entre guillemets, ne soit pas en toute fin de course la veille de l'arrivée. Parce que j'ai l'impression aussi que les grimpeurs, souvent, et on l'a vu avec Bardet en 2017, sous-estiment le temps qu'ils vont perdre sur ces chronos-là. Clairement. Bardet nous parlait de perdre 1 minute 30, il a perdu beaucoup plus. À Marseille, le temps qu'il perd à Marseille. Et souvent, il se surestime sur les
les estimations qu'ils ont en se disant si j'ai 1 minute d'avance ou 1 minute 30 d'avance sur Froome au chrono, ça ira. Là, le fait que ce soit dans l'autre sens, que le chrono soit avant la montagne, là, il n'y aura pas d'estimation à faire. Il faudra rattraper le temps qui a été perdu. Et puis moi, j'aime bien aussi, pour finir sur Bardet et Pinot, les déclarations qu'ils ont depuis quelques semaines en affichant clairement leur objectif. Ça veut dire une chose déjà, qu'ils ne pourront pas se cacher sur le Tour de France et que s'ils se cachent, on va leur tomber dessus. Donc à eux de faire le spectacle. Voilà pour le débat, on passe aux bonifications les amis. On parlait tout à l'heure de Gorka Izagirre, de Yon Izagirre. Pourquoi ? Parce que Astana performe pas mal depuis quelques semaines. 11 victoires depuis le début de saison. Polo, toi, ça t'a impressionné. C'est ta bonif. 11 victoires depuis le début de saison, 8 victoires en 8 jours. Je les ai notées. Enfin, je les ai notées, je pense que même j'en ai oublié. Tu as Lutsenko qui gagne 2 fois sur le Tour de Man. Tu as Ruslan Sanchez qui gagne le Tour de Murcie, qui gagne le général au Tour de Murcie, devant Valverde d'ailleurs. Et 3 étapes. Hein, c'est d'ailleurs, je fais une petite aparté Valverde rapide. Il n'a toujours pas gagné cette saison sur des courses qu'il devait gagner, qu'il a pris l'habitude de gagner. À suivre, mais peut-être que. Mais il est chez Astana ? Hein, il est chez Astana ? C'est pas chez Astana. Alors voilà. Peyo Bilbao qui gagne aussi à Murcie sur une étape où Astana fait un triplé avec Omar Fraile et Lucien Sanchez, rien que ça. Miguel Ángel Lopez en Colombie, Gorka Izagirre et Yon Izagirre. Bravo, début de saison parfait de l'équipe Astana. Alexandre Vinokourov content. Alexandre Vinokourov content. Ça me surprendra moins que Robin, je pense, mais voilà, je voulais juste féliciter cette équipe qui nous fait un début de saison au plus que parfait. T'as raison, ça me surprend un petit peu, surtout qu'ils ont perdu quand même à l'intersaison un de leurs gros leaders avec Valgren. Donc voilà, c'était pas évident que tous les autres coureurs allaient prendre le relais. Et j'ai hâte d'ailleurs, on parle de Lutsenko, on en a parlé tout à l'heure au moment du Tour d'Oman, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur les classiques parce que cette année il va avoir le champ un peu libre. Oui, puisqu'il n'y a plus Valgren. Exactement, et donc sur des classiques comme le Het Nieuwsblad, comme l'Amstel, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner. Plus flandrienne qu'ardennaise, mais ça va être un concurrent sérieux. Même si ça fait quelques années qu'on dit ça, qu'à chaque fois il fait des très bons débuts de saison et que parce que il n'est pas leader ou parce qu'il a des soucis, on le retrouve pas aussi régulier sur la suite de la saison. J'espère que cette année, du fait qu'il y a plus de place chez Astana, j'espère que ça a été un peu adapté. Après, il est encore très très jeune. Hein, tout à fait, mais j'espère que ça a été un peu adapté et qu'il va pouvoir un peu plus se montrer en mars-avril. Surtout que c'est quand même l'image de marque de cette équipe Astana, pour le Kazakh qu'il est. Il aura sa chance cette année. À ton tour, mon cher Robin, de ta bonif. Donc toi, tu voulais nous parler, après le Tour de la Provence qu'on a vu tout à l'heure, tu voulais nous parler du Tour du Haut-Var. C'est ça. On parlait de Thibaut Pinot et de Romain Bardet, on va les retrouver justement. Et Paul, tu disais qu'il y avait un beau parcours sur le Tour du Haut-Var, je te rejoins là-dessus. Une étape vallonnée, le deuxième jour, une étape avec une arrivée au sommet un peu légère, c'est pas du très haut pourcentage. On le rappelle quand même, vendredi, samedi, dimanche. Et l'arrivée dimanche en apothéose justement au sommet du Mont Faron. J'ai noté ça quelque part, 5 km 7 à 8,4%. Donc c'est pas mal, c'est du sérieux. C'est pas très long mais c'est pentu. Et donc c'est une arrivée au sommet dont on avait l'habitude sur le Tour Med il y a quelques années où Jean-Christophe Perrault avait gagné. Et donc là ça vient sur le Tour du Haut-Var, c'est une bonne nouvelle. Ça rallonge un peu ce Tour du Haut-Var qui ces dernières années faisait 2 jours. Donc ça lui rajoute une journée, ça lui rajoute une étape très intéressante. Bardet aura une belle équipe à côté de lui avec Vuillermo et Geniez. Donc voilà, sans doute que Pinot arrive avec un peu plus de référence. Il a fait un Tour de la Provence quand même plutôt pas mal pour une reprise. Bardet, lui, ce sera sa première course. Il a jamais repris si tard depuis qu'il est professionnel. Donc à voir. Ça va être super intéressant. En fait, je résume. Grosse équipe pour Pinot, grosse équipe pour Bardet et grosse arrivée au Montfaron. C'est ça. Ça m'excite. Ouais. Et non, mais ce qui est cool en plus du Montfaron, c'est que ça monte tout le temps. Il y a énormément de dénivelé. Ça va être un vrai triptyque de grand tour, enfin entre guillemets, peut-être avec un peu moins de dénivelé et moins d'altitude, mais ça fait, tu vois, moi quand je regarde les profils, ça fait triptyque pyrénéen ou alpestre, ça va être vraiment intéressant à suivre. Et puis ça fait plaisir d'avoir les deux leaders français qui soient là. Ouais. On aurait pu en avoir un des deux qui écrase. Oui, voilà, et connaissant leur profil aux deux, les deux peuvent gagner les 3 étapes. C'est des profils, c'est pas mal, ça va être pas mal. C'est des profils qui leur convient parfaitement. Voilà pour vos bonifications, les amis. On passe au moment tant attendu par Robin, le quiz. L'heure de la revanche. Ah, il n'y a pas de jingle. J'aurais pu rester comme ça très longtemps. Merci Thomas de m'avoir prévenu à haute voix. Je vous propose pour le quiz, on va faire... Attends, je m'ouvre comme d'habitude, je m'ouvre une page Wikipédia. Vas-y, c'est bon, j'ai prêt. 5 cache-cache. Oui, j'appelle ça des cache-cache, Polo. Des cache-cache. Oui, on cache la tête d'un coureur. Là, je me voyais mal, je te donne des indices si tu le trouves pas et parce que t'es nul.
Ah, c'est chacun son tour, du coup? Non, pas chacun Ah ouais. ton tour. Ben va l'envoyer et on va faire ça. Et de qui suis-je à la fin? Voilà le premier On cache-cache. joue là déjà On Virenque. joue. Non. Ouais, j'allais dire Virenque aussi. Abdou Japarov. Ah, Tous non. les coureurs, je vous dis, tous les coureurs ont un point commun. Ouais, bah je l'ai trouvé le point commun, je suis sûr. Tous les Brochard. coureurs ont un point commun. Non, Dufaux. non. J'ai gagné le Tour du Haut-Var en 1990. 2 étapes du Tour de France. Et je suis champion du monde 94. Luc Leblanc. Le club. Putain, j'avais 1-0 vu, polo. j'avais vu les liserés. En fait, au Félicitations. moment où tu me dis champion du monde, je vois les liserés. Ouais, voilà, c'était la dernière info que je donnais parce qu'elle était un peu facile. oui, je tu l'ai- peux y j'avais aller vu pour les la liserés, deuxième, je Ben. bloquais. 1-0 pour Polo. Voilà, le deuxième, avec un beau maillot de la FDJ. Vichot. Bravo. Un partout. Bravo. Vichot, qui a gagné le Tour du Haut-Var 2016 et 2017. Voilà, qui a changé d'équipe cette saison, du coup. Il gagnera pas 2019 en tout cas. Pas avec ce maillot-là. en Poulidor. tout cas. Voilà le troisième. Magnifique, Robin. T'es chaud patate, bravo. là. Gagné le Tour du Haut-Var 1969, le premier. Le premier Tour du Haut-Var, voilà. 7 étapes sur le Tour de France, 4 sur le Tour d'Espagne. Tour d'Espagne 1964, Milan-San Remo, Flèche Wallonne, pour rappeler que Poupou rappeler. a un palmarès Il n'est exceptionnel. pas un éternel second. Ça, Voilà. les gens ont tendance à l'oublier. Voilà, exceptionnel. 2-1 pour Robin, voilà Moreau. le troisième. Moreau. Non, Dessel. non. Euh, Je suis né au Mans Algan. en avril 1968. J'ai donc 50 ans. Je suis passé par Castorama, Didier Rousse. Festina, non. Jean Delatour, AG2R, Bouygues. Laurent Brochard. Ouais, Putain. il l'a dit juste avant. 3-1 pour Robin. 3-1 pour Robin. Mais il reste encore, Paul, il te reste un cache-cache et 2 qui suis-je. Allez, il faut que je laisse celui-là. Tu peux y aller, mon Ben. Oula. On voit, Très compliqué par on voit pas rapport à quelle la équipe photo. c'est. Donc je vous donne des petits indices. 3-1 pour Robin, rappelons-le. J'ai 38 ans en ce moment. Voigt. Non. J'ai gagné une étape du Tour d'Italie 2005. Je suis Du Tour français. d'Italie. Tour d'Italie 2005. Pinot. Non. Oh, ok. Je suis passé par Crédit Agricole, FDJ, Garmin, Cofidis, Le Mével. le Mével. Ah, bravo. Bravo. Putain. 4-1. C'est dommage qu'on n'ait pas les petites têtes là. Les petites têtes. Ouais, on n'a pas eu la tête de Lemével. Si, regarde. de là. Bravo. Avec une belle casquette Lapierre. FDJ. Et qui a gagné le Tour du Haut-Var 2010. D'accord. Voilà. Ouais, on a Et compris le point 9e commun du du Tour coup. de France 2009. C'est Avec tous des vainqueurs Sandy du Tour du Cazard Haut-Var. 10e. Exactement. Ah, il fallait avoir l'œil. Voilà. De qui suis-je pour terminer? Pour revenir à 4-3, mon Polo. Vas-y. Ou perdre de beaucoup. Attends, mais toi, Polo, toi, 600, ça te dit quelque chose? Ah ouais. Ah ouais, Laissez-moi- d'accord. ok. laissez-moi tranquille, Franchement, s'il vous balle, plaît. s'il te plaît. Laissez-moi Mais tranquille, lui, je suis pas. reviens au moins à 4-3, s'il te plaît. Mais attends, les qui suis, je viens mêler à 2 points chacun. Sinon, 2 points chacun. Sinon, ça 2 sert à points rien qu'on joue. chacun. Ok, allez. Je me Bah, fais- pour je me ton fais honneur, un escroquer. minimum. Mais j'aime bien parce que c'est les règles Ah, pour si. revenir. Mais ok, d'accord. Ok, vas-y. Si tu veux. Allez. Qui suis-je? Le premier. Je suis né en août 1971. Je suis puncher. J'ai été suspendu 2 ans pour dopage. Je n'ai toujours pas pris ma retraite. J'ai porté le maillot de la Française des Rebelli. Jeux. Rebelli. Bravo. David. Bravo. Voilà, David Rebelling qui est encore aujourd'hui coureur. Voilà. Qui a gagné 3 Pas- flèches wallonnes, pas un chez Liège CCC. Bastogne Liège, une classique à San Il a Sébastien. fait le triplé un Ardennais en Amstel Gold 2004. Race, voilà, Triplé Ardennais en 2004, Amstel, Flèche Liège. Paris-Nice et Tour du Haut-Var 1999. Et Voilà. ben, Eh oui. Dernier qui suis-je? J'ai 29 ans, je suis le meilleur jeune du Tour d'Italie 2013. Bon, ça c'est un peu difficile, mais j'ai gagné le Tour du Haut-Var en 2014. Kizerlovski. Non. Je suis colombien. Et j'ai le même prénom qu'un très grand Solaire. chanteur Solaire. français. Big Bisou. Je sais même pas qui chante ça. Oh, t'es sérieux? Big Bisou. Non plus. Colombien. Un monsieur avec un bandana pour le chanteur. Carlos Betancourt. Voilà. Carlos, bordel. Ah non, là, franchement, c'est pas possible. Qui a gagné le Tour du Haut-Var 2014, quand même. Qui C'est a vrai. eu des petites Et un bah. espoir et qui avait Moi, gagné ça va, une belle course. Une belle J'ai course laissé en la France. dernière à Paul, mais je m'en sors bien. Ouais, là, Qui fait donc, j'ai pris beaucoup trop de retard 6-3. au début. 6-3 au final. 6-3. Avec, Ouais. C'est mieux que 6, hein. Premier set. voilà, ce qui reste, voilà, premier set perdu.
Mais si tu joues contre un Français, il y a possibilité que tu gagnes quand même. Oui, c'est vrai. En ayant perdu le premier set. Et en gagnant les deux autres 6-0, 6-0. Voilà pour le quiz qui cette semaine est donc gagné par Robin. Ça me fait On, plaisir. on se Belle- quitte belle les gars performance. sur le calendrier de la semaine qui Ah va oui. venir avant la prochaine émission Roue Libre. Donc en ce moment le Tour d'Oman avec une dernière étape qui aura lieu donc du coup Demain. demain. Il en reste deux. Voilà. Bah, il y a eu cette, Non, il y a cette l'étape semaine. de l'arrivée en sommet de demain. Et il en reste Ah oui, pas il en une reste derrière. deux. T'as raison. Bref, c'est Donc voilà. c'est un détail. Du 20 au 24, il y aura Tour d'Andalousie et Tour d'Algarve. La Ruta Et- del Sol, donc. Hein. Voilà, la Ruta del Sol. Avec la Autre nom reprise pour le de- Tour d'Andalousie. Reprise de Simon Yates en Andalousie. D'accord. Tour d'Algarve où il y aura d'autres très jolis noms. Poul, c'est. Arnaud démarre. et, en Algarve. Arnaud démarre. Et un autre gros favori, j'ai oublié son nom. En tout cas, il y a des beaux noms. Donc, le Tour Kwiatkowski va d'Algarve. souvent en Algarve, il y est pas. Oui, il y est déjà allé. Donc, Je sais pas si c'est possible qu'il y soit. On vérifiera. Et donc, le dernier moment du calendrier que Tour bah, du du Haut-Var. coup, je ne me rappelle plus. vu Le que- Haut-Var, le- le Haut-Var. le Tour du Haut-Var. On en a parlé, je Ouais, tu nous as fait quand même 7 devinettes. Hein. Le Tour du Haut-Var. Tu vois Oui, j'ai une petite mémoire. Voilà pour le calendrier. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour des news et débats et un focus qui vont être intéressants du coup parce qu'il y a des belles étapes. Ciao les amis. Salut. Salut les gars.